Merci à tous et à toutes de vous joindre à nous ce soir pour cette conférence. Je m'appelle Bénédicte Broderick, je suis en première année du master Affaires européennes de Sorbonne Université qui a organisé la conférence de ce soir. Je voudrais, avant de commencer la conférence, vous parler un petit peu du master et de son association, l'association du MES. L'association a pour but de promouvoir l'Union européenne ainsi que les thèmes d'actualité et les débats sur l'Europe. Elle est divisée en 4 pôles, qui organisent divers événements, comme des conférences comme celle de ce soir, mais également des interventions dans les écoles, des workshops et nous avons une revue appelée Courrier d'Europe, où nos étudiants publient régulièrement jusqu'à 1 ou 2 fois par semaine des articles sur des questions d'actualité européenne. Vous pourrez retrouver, les liens si ça vous intéresse pour tous nos réseaux sociaux dans le chat. À travers nos activités, du master, nous souhaitons donner davantage de visibilité aux enjeux européens et stimuler les échanges entre les différents acteurs. Si vous êtes curieux d'entendre la voix des étudiants sur les questions européennes, n'hésitez pas à nous suivre et à, joindre notre newsletter mensuel, ainsi que tous nos réseaux sociaux. La le thème de la conférence de ce soir est le trafic sexuel des femmes en Europe. Un thème très important qui mérite entièrement l'attention que nous lui donnons ce soir et dont on ne parle pas assez. On estime que le trafic sexuel est le trafic majoritaire, en Europe. Selon les chiffres de la Commission européenne en 2013, il représentait 62 de la traite dans l'Union européenne. On estime que seulement en France, il y aurait entre 15 et 20 000 personnes en situation de prostitution de rue. Mais comme nos intervenantes, vont nous l'expliquer, il est très difficile d'avoir des chiffres et ça représente de loin le trafic, la réalité de ce trafic. Cette, traite transnationale constitue un commerce très lucratif pour les bandes de criminalité organisée qui sont, à leur tête. Et ce trafic ne cesse d'augmenter, particulièrement depuis la chute de l'Empire soviétique, enfin, l'Union soviétique, pardon, et la crise financière que traverse l'Europe. Dans cette conférence, nous allons aborder l'étendue de ce phénomène en Europe, les facteurs explicatifs, le cadre législatif en vigueur, ainsi que les moyens pour, lutter contre, les conséquences de ce trafic sexuel pour les victimes et les perspectives, envisageables. Au nom de tous les étudiants du master, j'aimerais très chaleureusement remercier nos 2 intervenantes. Madame Nathalie Martin, vous êtes juriste consultante, professeure à l'université Toulousain-Capitole et membre élu du groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains du Conseil de l'Europe, communément appelé GRETA. Et je précise, le Conseil de l'Europe n'est pas à confondre avec le Conseil de l'Union ou le Conseil européen de l'Union européenne, qui sont 2 institutions de l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe est une institution à part qui veille au respect par, ses États membres des diverses conventions et chartes, la plus connue étant, la Convention européenne des droits de l'homme et donc la Cour européenne des droits de l'homme qui veille à son respect. Madame Martin, si vous pouvez bien vous présenter en quelques phrases. Eh bien, écoutez, vous avez dit l'essentiel, hein, en fait, hein. Mmh. Voilà, puisque ce soir, en fait, voilà, je suis, je c'est plutôt au titre, voilà, de membre du GRETA que j'interviens et que je vais pouvoir, j'espère vous apporter, quelques éclairages. Merci beaucoup. Et madame Célia de la Varenne, vous êtes, journaliste à New York et cofondatrice de Stop Trafficking of People, NGO, une ONG pardon, internationale qui vient en aide aux victimes, de traite de personnes aux fins d'exploitation sexuelle. Si vous pouvez également vous présenter en quelques mots? Bah, je vais dire comme la personne qui vient de parler que vous m'avez présenté, donc on peut passer dans le vif du sujet. Mmh, d'accord, merci. Notre conférence, se déroulera donc par environ 1 heure de débat, entre, nos 2 intervenantes et puis il y aura ensuite une demi-heure consacrée
à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je pourrai ensuite les poser à nos intervenantes qui pourront y répondre ensuite. Et bonne conférence à tous et à toutes. Donc, pour commencer, j'aimerais, Madame de La Varenne, si vous pourriez nous définir ce qu'est le trafic d'êtres humains et tout particulièrement l'exploitation sexuelle des femmes, pour savoir de quoi on parle exactement. Alors, il y a une définition de la traite, en tout cas à l'ONU, qui est le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par la menace ou par la force. Et c'est vraiment toute forme de contrainte. Ça, c'est la définition de la traite. Quand on force quelqu'un, c'est la définition. D'accord, merci beaucoup. Et Madame Martin, est-ce que vous pouvez nous donner une idée des principaux pays concernés par ces trafics, les pays d'origine et les pays vers lesquels on trafique ces femmes, particulièrement en Europe, dans le cadre de votre expérience avec le Greta? Alors en fait, tous les pays sont concernés. Donc les 47 États membres du Conseil de l'Europe sont concernés. Après, les différences qui pourront exister relèveront du fait de savoir si ce sont plutôt des pays d'origine des victimes, des pays de transit, des pays de destination de ces victimes. Certains États ne seront que des pays d'origine, d'autres des pays de transit et de destination, comme la France par exemple, qui est particulièrement un pays soit de transit, soit de destination pour les victimes. Mais il y a enfin, en tout cas, au niveau de cette aire géographique et le Conseil de l'Europe, il y a pas un seul pays dans lequel il n'y aurait pas de victimes, en tout cas identifiées, victimes d'exploitation, de traite à des fins d'exploitation sexuelle. D'accord, merci beaucoup. Et Madame la Varenne, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se déroule le processus d'asservissement de ces femmes? On pense notamment à la technique du lover boy qui se répand ces dernières années. Euh, la plupart du temps, ce sont des jeunes femmes et des enfants, filles et garçons d'ailleurs, qui sont recrutés. Alors, les mineurs sont la plupart du temps kidnappés, assortis de l'école ou dans la rue. Les jeunes femmes elles se voient proposer un travail. La plupart du temps, elles viennent non pas de grandes villes parce qu'elles vont à l'école dans les grandes villes, mais elles viennent de petits villages. Elles sont assez naïves. Elles ont des familles pauvres, donc on leur propose un travail. Et elles ne savent pas ce qu'ils attendent. Donc, elles ont parfois des contrats de travail qui ont l'air d'être vrais, mais c'est une fois sur place que elles n'ont plus de passeport, on les enferme, on les viole, on les drogue, et elles se retrouvent forcées de se prostituer. Je dois dire qu'elles passent toujours, que ce soit les femmes, les enfants, les frontières, clandestinement, bien sûr, et elles n'ont aucun moyen d'échapper à leur bourreau. Jamais. D'accord, merci. Madame Martin, vous voulez ajouter quelque chose? Ou... Disons que oui, je dirais qu'en fait, faudrait envisager les choses au regard des types de réseaux criminels qui sont concernés, puisqu'on ne comparera pas du tout les méthodes des réseaux, par exemple, nigérians, avec les réseaux d'Europe de l'Est. Ce sont des fonctionnements qui sont assez différents, que ce soit d'ailleurs en termes de structuration de ces réseaux criminels, également en termes de méthode de recrutement des victimes et en termes d'exploitation aussi. Je veux dire, il y a vraiment des différences à faire entre ces différents modus operandi en fonction des réseaux criminels. Et donc, une victime de traite à des fins d'exploitation sexuelle, je dirais sur le sol français, qui est d'origine qui vient du Nigeria ou qui vient de Bulgarie, n'aura pas du tout eu le même vécu, le même parcours, parce que réellement, ce sont des structurations de réseaux qui sont différents et les modes opératoires le sont aussi également. Après, j'en conviens évidemment,
avec ce qui vient d'être dit, hein, c'est que les méthodes de recrutement et ensuite d'asservissement, comme vous dites, sont de toute façon extrêmement traumatiques et violents pour les victimes. Certains réseaux d'ailleurs le sont plus que d'autres. Mais on va vraiment avoir des différences de méthodologie au regard des pays. Et, et on en parlera peut-être, mais effectivement, on parlait de fausses promesses d'embauche, de travail, etc., proposées à des victimes. Ça peut être aussi des choses très différentes en fonction des pays d'origine des victimes. Je ne suis pas tout à fait d'accord, si vous le permettez. Effectivement, ça peut être différent. Moi, j'étais sur le terrain et je peux vous assurer que finalement, la façon d'esclavagiser, si je puis dire, les victimes, quelles que soient les méthodes de recrutement, quand elles ne sont pas kidnappées, sont les mêmes. Je n'ai encore jamais vu, et d'ailleurs au Nigeria, on les enlève directement et on les vend. Elles servent de bétail, c'est tout. Donc il y a même pas, on n'a pas besoin de leur demander est-ce que vous voulez travailler. Non. Alors effectivement, c'est différent. Mais croyez-moi, quand elles sont dans les bordels, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. On Alors, fait je suis obligée, je suis obligée de réagir alors pour deux raisons. La première, c'est parce qu'en fait, je suis également sur le terrain, puisque en tant que juriste consultante, je travaille avec des victimes au quotidien. Et donc, je suis en France, donc un certain nombre de victimes sont originaires de nombreuses nationalités différentes. Ça, c'est une expérience qui est relative aux propos que j'ai tenus. Mais de l'autre côté, au regard des évaluations que nous menons au sein du Conseil de l'Europe dans les 47 États membres, on travaille évidemment sur toutes ces questions d'identification des victimes et donc du comment, du pourquoi, etc., de la structuration des réseaux. Donc voilà, tous les interlocuteurs dans les pays que nous rencontrons nous donnent ces informations. Et ces informations, voilà, nous indiquent qu'effectivement, il y a évidemment des structurations de réseau et des modes opératoires qui vont être différents, même si, au final, l'exploitation en tant que telle, évidemment, pour une victime de trafic à des fins d'exploitation sexuelle, l'exploitation sexuelle va relever de la même horreur, bien évidemment, quelle que soit la nationalité. Oui, je me permets de renchérir en disant que c'est vrai qu'il me semblait qu'il y avait tout de même différentes techniques, comme notamment le fait qu'au Nigeria, on fasse usage de la superstition. Enfin, si on peut appeler ça la superstition, parce que ces femmes sont donc ensuite envoyées en Europe, mais sous le joug et soumises à un chantage, Mmh. au Nigeria. Et il y a d'autres systèmes comme il me semble que beaucoup de femmes qui viennent de pays d'Asie comme la Chine, sont emmenées en Europe et ensuite ont une dette à repayer aux trafiquants qui les ont, fait entrer sur le territoire et qui doivent ensuite, sont forcés à, se prostituer pour repayer ces dettes. Madame la Varenne, je sais enfin, ouais, mais ça me fait arriver à la question, suivante qui serait: quel est le profil des trafiquants? Qui est un peu, lié à ça, madame, Martin ou madame la Varenne, Il n'y a pas vraiment de profil, ils opèrent via des réseaux criminels internationaux. Euh, ils sont, j'en ai connu pas mal et j'ai travaillé entre guillemets avec pas mal de trafiquants. Euh, Ce sont curieusement, euh, de bons pères de famille. Ils ont des familles, ils sont assez. Vous pourriez presque leur confier leur vie. Cela étant, ils ne pensent qu'à une chose, c'est gagner de l'argent. Il ne faut pas se leurrer, ils appartiennent vraiment. Ce sont des réseaux criminels, c'est-à-dire qu'ils échangent des filles ou des enfants contre des armes, contre de la drogue. Ce qui compte pour eux, c'est
l'argent. Et c'est une industrie, il ne faut pas l'oublier, à faible risque. S'ils sont arrêtés, ils sont rarement condamnés. La croissance des réseaux criminels internationaux est l'une des plus rapides au monde et elle fait chaque année des millions de victimes. Il ne faut pas l'oublier, génère des milliards de dollars de profits. Donc c'est très difficile de les combattre. Et quand on voit maintenant ce qui se passe avec Boko Haram, Daesh ou ISIS, ils ont bien compris que ça rapporte beaucoup d'argent. Et donc, ils prennent comme butin les filles qui sont des esclaves, qui vont et ils achètent des armes ou de la drogue. Oui. Je peux Oui, peut-être… madame Java. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et- bien sûr. Vas-y. excusez-moi, je ne vous ai pas bien entendu, il y a eu des coupures, vous disiez? Je pensais que vous vouliez réagir, c'est bien ça? Oui, enfin, en tout cas, peut-être Oui. apporter un éclairage par rapport à cette question aussi. Alors, évidemment que les profils des réseaux criminels sur ce type de criminalité ont été établis et d'ailleurs, c'est très important de pouvoir les établir avec précision, puisque c'est un gage en fait d'une meilleure lutte contre ces réseaux. Mieux on les connaît, mieux on peut les combattre en fait, c'est l'idée. Et c'est vrai que là aussi, on va avoir une différence de structuration de ces types de réseaux, donc des profils de ces trafiquants. Si effectivement, on peut considérer qu'il y a un point commun qui est le fait que ça soit lucratif. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez couper votre micro? Merci. Pardon. Oui, en fait, l'argent sera évidemment toujours un leitmotiv. Maintenant, si vous voulez établir un profil, c'est par rapport à une structure. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir des structurations de réseau avec une ou deux personnes, hein, et notamment, c'est possible. C'est le cas notamment en Europe de l'Est. Mais vous avez ensuite des réseaux qui sont beaucoup plus structurés et qui sont très hiérarchisés, qui vont faire intervenir un nombre d'intermédiaires assez conséquent. Et donc, on ne profile pas de la même manière un intermédiaire entre le recruteur et la personne qui va exploiter, de la même manière qu'on ne va pas profiler aussi, si on veut s'attaquer à la tête du réseau, eh bien, les personnes qui ne s'occuperont, par exemple, que de fournir les faux papiers ou que d'organiser ceci ou cela. Donc, bien sûr que le profilage de ces réseaux criminels, comme dans d'autres types de criminalité d'ailleurs, est important et qu'il est affiné de plus en plus, que ce soit par des organisations internationales, des ONG, parce qu'effectivement, l'enjeu est important dans ce domaine, c'est d'affiner aussi la lutte contre ces réseaux, hein, dans l'intérêt des victimes. Si je peux me permettre, c'est vrai que ça appartient au crime organisé. Alors moi, ce que j'avais constaté, que ce soit en Afrique, où j'ai combattu la traite des personnes, ou en Europe, en Bosnie notamment, où elles venaient toutes de Russie, de Moldavie, d'Ukraine, etc. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que les réseaux étaient extrêmement bien, comment dire, séparés. Il y avait par exemple les Albanais qui envoyaient les filles en Grèce ou en Italie, cependant que les réseaux disons, yougoslaves se partageaient la France et d'autres pays, c'est assez hallucinant. Ils s'entendent extrêmement bien entre eux pour ne pas empiéter sur leur territoire. Et moi, je pense que ce qui est difficile, c'est de mettre un point final à cette traite qui rapporte beaucoup parce qu'il y a trop de gens qui y sont mêlés, aussi bien des gens du gouvernement que des gens qui font les faux papiers. C'est absolument hallucinant. C'est comme une pieuvre. Ça grandit, mais on ne peut pas l'arrêter. On peut essayer, mais moi, je ne crois pas au Père Noël.
Enfin, j'y crois plus. Madame Martin? Oui, par rapport à quelle Si vous question? croyez que Oui, 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 j'y crois encore et c'est très important, je pense, d'y croire. À partir du moment où on n'y croit plus, évidemment, ça disparaît. Donc non, non, j'y crois toujours. Non, après, évidemment, on s'arrêterait tout de suite hein, si on se disait que de toute façon, il n'y a rien à faire. En tout cas, voilà, c'est pas mon tempérament. Donc, bien évidemment que le challenge est énorme et qu'il le restera. Maintenant, voilà, c'est même à sa petite échelle, arriver à faire prendre conscience que le phénomène est là déjà, parce que c'est déjà pas quand même une évidence. Il a fallu attendre pour qu'on puisse considérer que la traite des êtres humains, quelle que soit la finalité, hein, l'exploitation sexuelle, le trafic d'organes, la mendicité forcée, etc. Le travail, évidemment, il a fallu bien évidemment attendre, et c'est pas si vieux que ça que au niveau des États ou des organisations internationales, on se pose cette question véritablement de l'ampleur du phénomène et donc de la manière de lutter contre. Ça me oui, fait oui. venir à ma question suivante, du coup, qui est, vous travaillez pour, vous êtes un membre du GRETA, du Conseil de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ce que contient la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, de mai 2005? Oui, alors brièvement, c'est un texte international qui en fait, envisage de protéger les victimes, d'abord et avant tout. Donc, cette convention est celle qui a posé, je dirais pour la première fois, une définition relativement internationale, ce qui est déjà un bon point, puisque quand on ne parle pas la même langue, on ne peut pas s'entendre. Donc déjà, si juridiquement on arrive au niveau international à ce qu'une définition commune soit adoptée, on aura plus de chances, là aussi, que la coopération fonctionne. Donc la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains va donc à la fois apporter une définition et ensuite un certain nombre d'éléments qui vont relever en fait de cette approche que la Convention a voulu dès le départ, qui était une approche centrée sur la victime. Et donc des dispositions relatives à la protection des victimes, à leur prise en charge, alors dans tous les domaines, hein, évidemment, hébergement, soins, accès à la justice, etc. Donc, ce sont des dispositions qui existent. Et la Convention contient aussi des dispositions concernant ce qu'on va appeler la prévention de la traite des êtres humains. Donc là, on est plutôt sur des domaines tels que la collecte des données, la formation des professionnels ou des acteurs concernés. Et puis, un dernier volet, j'allais dire, qui va concerner évidemment la répression des auteurs. Et donc, une tentative là aussi de mise en place de dispositions et donc de fait d'harmonisation sur ce qui va relever des enquêtes à mener dans ce cadre-là, et notamment, un point assez important, tout ce qui relèvera de la coopération internationale, puisque voilà, c'est une criminalité qui n'est pas toujours internationale, mais qui peut l'être. Merci beaucoup. Et j'en profite aussi pour te demander, est-ce qu'il y a des, est-ce que on a pu déterminer si, cette convention a eu des effets? Si elle a engendré une amélioration, substantielle, sur les politiques et les pratiques, dans les pays, signataires? Depuis Alors, la mise en vigueur en 2008. oui, c'est un point positif, et d'ailleurs, le GRETA publie régulièrement justement un état de l'impact qu'a pu avoir ces recommandations en fait sur la législation, la pratique des États. Donc oui, il y a eu un impact puisque quasiment tous les États du Conseil de l'Europe ont pu intégrer dans leur droit interne une définition déjà de l'incrimination. C'est-à-dire qu'il faut savoir que certains pays n'avaient pas cette incrimination dans leur code pénal, dans leur législation interne. Et donc, il est évident que là, on était
on partait de zéro. Donc, oui, bien sûr, ne serait-ce qu'au niveau du fait simplement de pouvoir incriminer cette situation, beaucoup de pays ont adopté des définitions. Pour certains qui avaient des définitions incomplètes, eh bien, le travail de Greta a permis de faire en sorte que ces définitions soient de plus en plus conformes, en fait, à celles de la Convention. Et puis, bien évidemment, sur la question de la protection des victimes, de la prévention, eh bien, voilà, ce sont des avancées. Des États répondent dans certains domaines, pas dans d'autres, avec des arguments plus ou moins, je dirais, efficaces. Mais enfin bon, nous, Organisation internationale, on ne peut faire que prendre, voilà. Même si évidemment on a des moyens de leur dire oui, mais, voilà. Maintenant, oui, évidemment, de manière positive, il y a eu des impacts. Et vous le verrez, voilà, on en est au 3e cycle d'évaluation, là, maintenant, hein, depuis la mise en œuvre de la Convention. Donc, il y a des pays comme la France, par exemple, dans la visite d'évaluation qui s'est faite là ce mois-ci, février, pardon, donc le mois dernier. Donc, ça va être la 3e visite d'évaluation. Et donc là, maintenant, on a un recul suffisant pour se rendre compte, effectivement, de l'impact qu'a pu avoir le travail de monitoring du Conseil de l'Europe sur ces questions-là, pour quasiment tous les pays, parce que tous les pays ont déjà été évalués au moins 2 fois. Et donc là, on entame le 3e cycle. D'accord, merci beaucoup. Madame Lavarenne, si vous voulez dire quelque chose, sinon on peut passer à la question suivante. Non, je voulais simplement dire que moi, je regarde avec attention le rapport annuel qui est produit par le département d'État américain sur tous les pays, y compris européens. Et celui que j'ai consulté, soit les Américains sont vraiment négatifs, mais j'avais l'impression que la traite des personnes aux fins sexuelles dans le monde était en nette augmentation et qu'il y avait des tas de pays qui n'avaient absolument pas fait de progrès. C'est tout. D'accord, merci. Pour Madame Martin, vous aviez parlé du fait que la traite est un crime transnational. Et est-ce qu'il y aurait donc des problèmes de cohérence entre les différentes juridictions, ou le problème de laquelle doit être appliqué, ou de problème de coopération? Enfin, est-ce que ça pose problème pour les arrestations et les condamnations, le fait qu'il y ait des juridictions qui n'ont pas forcément les mêmes, du coup? Alors, là, c'est pareil, hein, moi, je m'en tiens à cette aire géographique qu'est le Conseil de l'Europe. Donc, voilà, précisément, j'ai une meilleure connaissance de cette aire géographique puisque je suis dedans depuis quelques années en tant qu'experte. Alors, la traite n'est pas toujours transnationale. Et d'ailleurs, ça a été aussi une des avancées importantes de cette convention, quand elle a été élaborée, c'est que la traite peut tout à fait être interne. Et donc, l'incrimination de traite à des fins d'exploitation peut tout à fait concerner de la traite interne. Quant à votre question sur les problématiques de coopération, alors, bien évidemment, quand une victime part d'un pays X, en traverse 2-3 pour être exploitée dans un autre, il va y avoir de fait une nécessité de coopération policière et judiciaire concernant la lutte contre le réseau concerné, par exemple. Alors, c'est certainement beaucoup plus simple de collaborer pour des pays, que ce soit au sein du Conseil de l'Europe ou de l'Union européenne, parce que des mécanismes spécifiques existent. Si on prend l'Union européenne, par exemple, pensons à Eurojust ou à Europol, qui vont permettre justement d'harmoniser de telle manière que les équipes communes d'enquête, par exemple, qui vont pouvoir être mises en place, ou vont améliorer évidemment la coopération et donc la possibilité de lutter contre ces réseaux. Maintenant, évidemment,
cette coopération, elle fonctionne, hein, elle fonctionne. Il y a des réussites, il y a beaucoup d'enquêtes communes qui sont menées et qui aboutissent positivement, en tout cas pour les victimes, on va dire. Maintenant, de fait, sur le quotidien, vous ne pouvez pas attendre de pays aussi différents, parfois même en termes de fonctionnement judiciaire et policier, des réactivités clac, comme ça, qui permettraient très, très, très facilement, à partir du moment où on va identifier, par exemple, une victime dans tel pays et un auteur dans tel autre. Non, ce sont de fait des enquêtes de toute façon en plus qui sont souvent longues. Et cette coopération va rester quand même liée à des problématiques administratives, etc., même si tout est fait de plus en plus pour que ça se fluidifie, et c'est vrai que dans ce cadre-là, que ce soit Europol ou Eurojust, ont beaucoup amélioré le principe de la coopération. Mais voilà, il y a aussi des pays pour lesquels la coopération, ce n'est pas non plus quelque chose d'évident. Ça va dépendre en fait. Donc, entre certains, ça va très, très, très bien marcher. Il y a des choses qui sont mises en place depuis longtemps et qui donc s'améliorent. Et puis pour d'autres, voilà, les coopérations vont être plus récentes, plus neuves. Et donc, il y a une espèce de rodage qui doit se faire. Voilà. Donc, il n'y a pas d'égalité en soi. C'est pas parfait le système, mais je dirais qu'au niveau du Conseil de l'Europe, en tout cas, ça fonctionne de mieux en mieux, ça c'est sûr, à ce niveau-là. D'accord. Et Madame de la Varenne, c'est marqué sur le site internet de votre ONG que vous recueillez des informations sur le mode opératoire des trafiquants et vous les transmettez aux autorités locales et nationales pour qu'elles libèrent les victimes et arrêtent les trafiquants. Vu que le trafic est très souvent transnational, comme on vient de dire, il requiert la coopération policière internationale. Est-ce que votre ONG, Madame Le Varenne, a travaillé avec Interpol? Et si Oui, oui, quelle en est votre expérience? Est-ce que vous pensez que les essentiellement. agences policières sont pardon, excusez-moi. Oui, allez-y. Ouais, j'allais juste demander, est-ce que vous pensez si les agences policières, sont efficaces pour lutter contre le nombre de trafics et pourquoi le nombre, d'arrestations et de condamnations est notoirement si bas? Alors, je ne m'avancerai pas euh, sur l'efficacité de certaines agences policières parce que je ne les connais pas. Personnellement, nous avons travaillé avec Interpol. Vous savez, on avait monté des programmes de lutte contre la traite au sein de l'ONU, c'est-à-dire qu'on travaillait avec la police internationale, mais évidemment également avec la police locale, parce que sinon, ça aurait été ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Beaucoup de problèmes avec la police locale parce qu'ils n'avaient pas envie de coopérer, la plupart des policiers. Interpol, on n'a jamais eu de problème, ils nous ont beaucoup aidés. On avait besoin d'eux, notamment quand c'était en Europe, évidemment en Afrique non. Mais les autres, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. C'était difficile, c'est toujours difficile de travailler. En plus, nous étions dans des pays qui sortaient de conflits ou de guerres, donc il n'y avait pas d'institutions, comment dire, de structures judiciaires, ça n'existait pas. Les frontières étaient très poreuses, il fallait tout refaire. Et donc, vous pouvez imaginer que la traite des personnes florissait, puisque il n'y avait absolument aucun moyen de condamner qui que ce soit. Et ça, moi, c'est ce que j'ai vu, mais encore une fois, moi, j'ai travaillé dans des pays qui n'avaient aucune structure. Il Oui, fallait tout reconstruire, donc c'était extrêmement difficile. Notre rôle, c'était surtout de prendre avec nous les victimes et puis de les mettre en lieu sûr et de s'occuper d'elles. Le reste, on n'avait pas un mandat, nous, pour faire en sorte que les trafiquants soient condamnés. Et d'ailleurs, ils ne l'étaient jamais. je comprends. Parce que justement, du coup, selon, l'ancienne corps de c'est une question, spécifique pour l'Union européenne, hein, mais selon, Maria Vassiliadou, qui était l'ancienne coordinatrice de la lutte contre la traite des êtres humains de 2011 à 2020,
Selon elle, la législation en vigueur, hein, du moins dans les pays, de l'Union européenne, était adéquate, mais le problème était qu'elle n'était pas suffisamment, appliquée. Est-ce que vous partagez cet avis, madame Martin ou madame de Varenne? Madame Martin? Moi, je dirais oui, c'est exact, c'est très bien, ça aide beaucoup d'avoir des lois ou d'avoir des, comment dire, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Le problème, c'est que parfois, les gouvernements traînent des pieds pour appliquer ces lois. Donc ça, c'est difficile, mais Madame Martin peut mieux en parler que moi. Oui, alors effectivement, c'est des fois, un peu frustrant puisque beaucoup d'États ont des dispositifs législatifs qui sont, tout à fait pertinents, tout à fait en conformité, en tout cas, que ce soit avec, dans le cadre du Conseil de l'Europe, voire même dans le cadre onusien, mais il y a effectivement, souvent un Oui. un écart entre, les textes, qui pourraient être appliqués et leur application effective. Alors, parfois, enfin, je vous dirais pas qu'il y a de la bonne ou de la mauvaise volonté, de la part des États parce que en fait, le problème se situe pas tellement là. Si on envisage les choses d'un point de vue, criminologique, puisqu'on est sur une forme de criminalité, en fait, pour certains États, par exemple, il y a eu pendant un assez long temps, une sorte d'aveuglement aussi par rapport au fait que que le phénomène puisse exister. Il nous arrive, nous, dans un certain nombre d'États, quand on s'y rend, d'entendre dès le départ: «Mais vous savez, vous n'aurez pas grand-chose à faire parce que les victimes de traite, chez nous, il y en a pas». Voilà. Donc ces espèces comme ça de postures qui relèvent pas forcément d'une mauvaise foi ou d'une mauvaise volonté, mais d'une absence aussi, de de conscience d'une part et de connaissance aussi du phénomène, même, sur le territoire. Et quand il y a cette conscience et cette connaissance, il peut y avoir effectivement aussi, une problématique de mise en place de politiques publiques cohérentes, que ce soit en termes de prévention, de protection des victimes, de prise en charge de ces victimes ou, de poursuite, et bien qui fait qu'effectivement on se retrouve avec, d'un côté, un arsenal législatif, qui est tout à fait, cohérent et une application sur le terrain, qui ne correspond pas à ce que, théoriquement, ce à quoi on devrait s'attendre, en fait. Alors après, je pourrais vous donner, hein, des tas de raisons et d'explications en fonction des thématiques, parce qu'il y a des choses qui sont basiques, hein, je veux dire, il y a des pays dans lesquels, ça nécessite un certain nombre de moyens, par exemple, bah, de dédier des hébergements aux victimes, de mettre en place des systèmes d'accompagnement et cetera, des foyers, enfin bon, idem pour la répression. Je veux dire, quand dans un État, vous avez une priorité qui est mise sur tel type de criminalité et pas tel autre, bon, ben, vous faites aussi un choix dans ces cas-là d'application, ou pas, d'une certaine législation. Et forcément, ça va avoir un impact sur, à la fois, bah, l'identification de ces victimes, leur protection et la lutte contre les réseaux. Mais ça, c'est pas lié t tant à notre thématique là d'aujourd'hui. Je dirais que c'est général, hein. Les États vont décider, de d'investir entre guillemets, en termes de politique publique, plutôt là ou plutôt là, quoi, aussi, hein. C'est une réalité. Je sais qu'il y a un argument qui revient souvent qui est, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt punir, ceux qui alimentent le trafic? C'est-à-dire, ben, le mot est pas très agréable à utiliser, mais, clients, dans le sens où c'est les gens qui, est-ce qu'on ne devrait pas changer la législation, à ce niveau-là plutôt, parce que si personne, n'alimentait le réseau de prostitution, les trafiquants n'auraient plus, lieu de trafiquer ces femmes de base. Euh, c'est un sujet un peu compliqué dans la mesure où moi je l'ai constaté sur le terrain. Les clients, hein,
les clients sont les casques bleus, les représentants d'ONG internationales, tous ces gens qui ont les moyens de payer entre 150 et 300 euros pour passer un moment avec une jeune femme qui aura été forcée. Hein. Alors, je ne sais pas, punir les clients, eh ben, comme moi je suis avec l'ONU, c'est plutôt lever l'immunité diplomatique et oui, les punir eux, mais ça n'arrive pratiquement jamais. C'est un peu comme si, implicitement, on disait au casque bleu, ben, vous inquiétez pas, vous savez, vous allez dans tel pays, profitez-en. Donc, on le voit en ce moment avec toutes les missions qu'il y a de par le monde, il y a des problèmes de traite de personnes, de casque bleu qui achètent une jeune fille. C'est très compliqué. Il faut vraiment se tenir à une punition. Je suis bien d'accord, il faudrait vraiment taxer les utilisateurs. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont prêts à le faire, et notamment pour ce qui concerne l'ONU, aucun des pays qui sont contributeurs de troupes. Alors difficile. Mmh. Oui, parce que les peines sont notoirement basses aussi, je crois, pour les, Oui, oui. pour les Bah, vous clients. savez, ici, il dit c'est le boys will be boys. Ah, mais c'est quelque chose qui, d'abord, on confond souvent traite des personnes et prostitution. Moi, je dis toujours que si une jeune fille de 18 ans a envie de vendre son corps pour s'acheter un sac, qui je suis pour la juger, je m'en fiche, si elle n'est pas forcée. À un moment donné, si elle continue sur cette voie, elle sera forcée. Mais je veux dire que ces enfants, parce que moi j'ai vu des petites filles, on a porté secours à des gamines de 8 ans, 12 ans, qui étaient forcées de se prostituer. Elles n'ont rien demandé. Et Mmh. les utilisateurs, ah oui, alors ils devraient être punis extrêmement sévèrement. Mais ils ne le sont pas. Mmh. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, s'ils le sont, ils ne me le disent pas. Ouais, j'en viens à une autre question qui est du coup, est-ce qu'il y a des pistes, envisageables pour, mieux lutter ou lutter plus efficacement, contre ce trafic, dans le futur? Et est-ce que le citoyen lambda peut jouer un rôle? Si oui, comment? Mais ça, je laisse la parole à Madame Martin, parce que ça, je ne sais pas. Oui, alors je voudrais juste rebondir sur la question précédente, puisque la réponse qui a été faite est dans un cadre voilà, précis. La traite à des fins d'exploitation sexuelle dans le cadre notamment de situations de conflit, ce qui évidemment n'est pas la majorité des situations d'exploitation, puisque Dieu merci, la majorité des États ne sont pas en situation de conflit. Donc, la question de la, je dirais, de la criminalisation de l'achat sexuel, c'est un faux problème quand on parle de traite à des fins d'exploitation sexuelle. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, il y a une diversité dans ce qu'on appelle l'exploitation sexuelle. Ça ne se résume pas simplement à ce qu'on pourrait appeler la cadre prostitutionnel. Il y a des formes diverses et variées d'exploitation sexuelle pour lesquelles je dirais que l'offre et la demande peut très bien même émaner de la même personne. Hein. Pensez aux abus sexuels contre les enfants en ligne. Vous pouvez avoir un auteur qui est également client. Donc, pendant très longtemps, il a souvent été, je suis d'accord avec ma collègue quand elle dit qu'il ne faut surtout pas confondre traite à des fins d'exploitation sexuelle et prostitution d'une part, mais c'est surtout qu'en fait, les États aussi
malgré les conventions, malgré le fait qu'ils connaissent les définitions, etc., au niveau interne, continuent à fonctionner comme si effectivement toutes les personnes qui se retrouveraient sur les trottoirs de leur métropole sont forcément des personnes en situation de prostitution et pas des victimes de traite à des fins d'exploitation sexuelle. Donc, tant qu'on verra la problématique de l'exploitation sexuelle comme la situation était il y a 50 ou 60 ans, on n'avancera pas. Parce que les réseaux se sont diversifiés, ils se sont spécialisés. Les types d'exploitation sexuelle, entre guillemets, ont été là aussi diversifiés dans toute leur horreur. Et les nouvelles technologies sont utilisées là aussi dans ce cadre-là aujourd'hui, aussi bien que pour faire du télétravail. Hein. Donc, je crois que voilà, il y a vraiment une prise de conscience de ce que doit être ce phénomène aujourd'hui, de ce qu'il est, qui fait qu'en fait, il faut actionner à tous les niveaux. Pénaliser uniquement les personnes qui profitent des victimes, ça ne suffirait pas de toute façon. Et parfois même, c'est contre-productif. Il a été vu dans certains États, par exemple, que la pénalisation dite du client a finalement aggravé la situation des victimes parce qu'elle les a poussées dans une clandestinité encore plus importante. C'est-à-dire que les trafiquants, pour que le système continue à être rentable, eh bien, vont sortir les victimes des lieux dits publics et du coup, l'exploitation sexuelle va se faire dans des lieux fermés. Ça va être l'exploitation sexuelle dans des appartements, etc. Et donc, en fait, on perd les victimes de vue à ce moment-là et c'est encore pire. Bon. Après, c'est un débat je dirais qu'il y a du pour, il y a du contre. Je ne pense pas que ce soir, on fera avancer particulièrement les choses. Par contre, vous parliez de lutte possible. Oui, non, bien sûr que c'est possible de lutter. En tout cas, je crois que les outils sont là, les volontés aussi dans beaucoup de domaines sont là. Maintenant, voilà, il faut aussi le vouloir, faut y mettre les moyens. Et c'est vrai qu'à une échelle, je dirais, locale, ça va concerner voilà, une municipalité, voire une région. Mais sur des systèmes de trafic transnationaux, on a effectivement besoin que tout le monde en fasse une priorité, que tous les États en fassent une priorité à un moment. De la même manière que depuis septembre 2001, on a fait de la lutte contre le terrorisme une priorité. Bon, ben, voyez comment les choses ont été finalement très rapides. Donc, voilà, faisons de la traite une priorité. Et effectivement, les choses, je pense, avanceront aussi un petit peu plus rapidement. Je voudrais juste ajouter que, effectivement, moi j'ai parlé de la traite dans les États en conflit, mais, et vous le savez, les victimes, on ne les laisse jamais longtemps dans les endroits où on les a mises. Moi, celles que je voyais, elles étaient dans des bordels ou dans des appartements, ou peu importe, et nous, on arrivait à y aller, mais on les transporte. Donc, une victime qui est, par exemple, en Bosnie ou en Afrique, on va la retrouver à Paris, ou on va la retrouver dans d'autres villes du monde. Et c'est là où c'est difficile, parce qu'elle ne reste jamais plus de 3-4 mois. Et ensuite, elles sont emmenées ailleurs. C'est compliqué. Oui. Il me semble que l'approche de certaines ONG maintenant, surtout dans les pays d'Europe de l'Est, comme la Roumanie et la Bulgarie, c'est de passer par la prévention et d'informer, surtout ces jeunes filles, parce que c'est les jeunes filles qui sont ciblées, d'informer les jeunes filles, des risques qu'elles encourent. Sauf Ensuite, que, oui, allez-y, allez-y. sauf que les trafiquants changent leur façon de faire constamment. Par exemple, ici aux États-Unis, on a découvert qu'il y avait beaucoup de jeunes Russes qui arrivaient à New York et qui se retrouvaient dans des bordels du Queens. Et on s'est aperçu que les trafiquants envoyaient de très beaux jeunes gens qui étaient russes à la base, mais qui avaient un passeport américain,
leur rôle était de faire du recrutement, de faire en sorte que la jeune fille tombe amoureuse, ils se mariaient, ils arrivaient ici avec leurs femmes et elles disparaissaient. C'est terrible, les trafiquants, ils ont toujours une longueur d'avance sur la police, sur tous ceux qui veulent les combattre. Ils changent constamment. Donc ça, c'est vraiment le problème le pire. Parce que comment voulez-vous que, je sais pas, moi j'ai 18 ans, je vois un beau jeune homme, il vient, on tombe amoureux, il rencontre ma famille et on se marie. Comment je peux imaginer qu'ensuite, je vais me retrouver dans un bordel du Queens? J'ai travaillé avec quelqu'un qui travaille pour le FBI et il n'arrivait pas non plus. On ne peut pas, à moins de surveiller les aéroports, à moins de surveiller. C'est pas décourageant parce que on continue et puis on en sauve quelques-unes et tant mieux. Mais c'est compliqué, vraiment compliqué. Ils sont extrêmement organisés et intelligents, les trafiquants. Très. Oui, surtout que, c'est impossible, enfin, c'est presque impossible d'intercepter ces femmes à l'aéroport, par exemple, parce qu'elles ne savent pas encore qu'elles vont être victimes d'un trafic. Elles y vont de leur plein gré. Donc c'est Exactement. ouais. Et on leur laisse leur passeport. Enfin, comme c'est par exemple ces jeunes Russes qui arrivaient ici à New York, elles avaient leur passeport. Leur passeport leur était confisqué à partir du moment où elles mettaient le pied sur le sol américain. C'était terminé. C'est insensé. Il faudrait presque se mettre dans la tête d'un trafiquant pour pouvoir le contrer. Ouais. Et Oui, pour, si je peux répondre oui, bien à sûr. la question que vous avez posée, en fait, le cœur du dispositif, en tout cas, à la fois au niveau du Conseil de l'Europe, mais aussi au niveau international, et puis finalement, vous posiez la question de savoir ce que pouvait faire monsieur, madame, tout le monde. En fait, le cœur du dispositif pour une victime de traite, c'est son identification. Une victime qui reste invisible, il y a effectivement strictement aucune chance pour qu'on arrive à la sortir de là et qu'elle s'en sorte, je dirais même, pas les pieds devant. Par contre, identifier une victime, c'est pouvoir mettre en œuvre ensuite toute la chaîne, à la fois de prise en charge, de protection, de mise à l'abri, et puis évidemment la chaîne répressive, puisque cette victime, une fois qu'elle est identifiée et prise en charge, elle peut témoigner, elle peut déposer plainte, et donc des enquêtes aussi vont pouvoir arriver à se faire de manière beaucoup plus pertinente. Donc c'est vraiment la question la plus importante, je dirais. Vous parliez de prévention, bien sûr que c'est très important la prévention. Évidemment, il faut que ce soit le cas, notamment dans tous les pays d'origine, ce qui se passe. Mais bon, est-ce qu'on touche tout le monde? Comment? Etc. Et puis, il y a des freins à la prévention parce qu'il y a des enjeux économiques, etc., derrière tout ça, qui font que malgré le risque, les victimes, finalement, elles le prennent, ce risque. Par contre, une victime prise a encore une chance de pouvoir être identifiée à un moment ou à un autre, sur le parcours, que ce soit sur la route de la traite avant d'arriver dans le pays de destination, que ce soit dans le pays de destination, que ce soit justement aussi par certains clients. Il m'est arrivé de recueillir des victimes, moi, qui avaient été amenées jusqu'à mon bureau par des clients qui n'avaient pas conscience effectivement que cette jeune femme pouvait être non pas de son point de vue simplement une prostituée, mais aussi et d'abord et avant tout une victime d'exploitation sexuelle. Et donc cette identification, elle doit pouvoir se faire par monsieur et madame tout le monde, je dirais. Mais là, ça va dépendre aussi d'une politique publique nationale. Et c'est pour ça qu'on encourage aussi les États à mener régulièrement des campagnes nationales d'information sur cette question-là, parce qu'une campagne nationale d'information va pouvoir toucher justement monsieur et madame tout le monde. Et possiblement quelqu'un qui va avoir pris conscience que certains
je dirais, certains critères d'identification correspondent à telle ou telle situation, eh bien, peut-être que ce sera cette personne-là qui, à un moment dans la rue, va passer 2 fois, 3 fois devant quelqu'un et qui va se dire: «Mais tiens, cette personne-là, finalement, est-ce qu'elle ne serait pas plutôt victime?» Ou alors à la sortie de l'école, des parents d'élèves qui vont se rendre compte, ben, voilà, qu'une jeune femme, vient, qu'elle parle jamais, qu'il y a quelque chose, plus les jours passent, plus elle a l'air pas bien, plus elle a l'air maigre, plus elle a l'air et cetera et qui vont justement parce qu'il y aura eu, des éléments, d'information donnés, bah, se rendre compte que possiblement c'est une victime d'esclavage domestique qui vient à l'école tous les jours et qu'elle croise depuis, 2, 3, 4, 5 mois. Voilà. Donc l'identification pour une victime, c'est vraiment, quelque chose qui peut, la sortir du circuit et lui permettre, de s'en sortir. Et cette identification, elle peut aussi être faite par monsieur, madame, tout le monde si les États font l'effort de mettre en place notamment des campagnes nationales d'information, pour que ça se sache et pour que de plus en plus de pères Dieu, j'allais dire, puissent, dans leur quotidien, repérer, des victimes. C'est possible quand les victimes ne sont pas enfermées dans des endroits gardés par des hommes armés. Oui. Ça, c'est possible. Je voudrais revenir, vous avez dit une victime peut porter plainte. Alors moi, je n'ai rarement vu de victimes porter plainte parce qu'elles avaient très peur que leur famille, qui était restée dans leur pays, soit sujet à des menaces et parfois à la mort. Parce que les trafiquants ne sont pas des tendres, vous le savez. Il y a rarement, j'ai vu une victime sur, je crois, les 3000 qu'on avait recensés en Bosnie, une seule a accepté de porter plainte. Une seule, tellement elle avait peur parce qu'elle avait une petite sœur qui avait 12 ans, elle avait sa mère. Ils ne veulent pas. Là-bas, ils sont attendus. Et ça, c'est tragique. C'est vraiment difficile. Et nous, on ne les force pas. Hein. On ne peut pas. On sait ce qui les attend de retour au pays. Donc, si elles doivent être protégées par la police locale une fois qu'elles sont rentrées, c'est quand même dramatique. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait, je ne sais pas, il faudrait peut-être former les polices locales. Mais vous vous rendez compte, le travail, Ouais. c'est terrible. Oui, alors c'est effectivement une problématique parce que les méthodes de contrôle utilisées par les réseaux, évidemment, passent par les représailles potentielles, contre la victime ou contre des membres de sa famille si elle parle. Donc il est évident que dès le départ, le fait de déposer plainte, c'est quelque chose qui est vu par la victime plutôt comme un danger que comme quelque chose qui pourrait la sauver. Mais là aussi, c'est tout ce travail d'identification, et de formation des différents acteurs qui permet, d'amener une victime à pouvoir déposer plainte et notamment alors ça, c'est quelque chose aussi, dont il faut avoir conscience, c'est que dans certains pays, effectivement, il y a de la traite interne, donc ce sont des nationaux. Mais évidemment, dans beaucoup de pays, et dans la majorité des pays, il y a aussi, évidemment, des victimes étrangères, donc d'une nationalité différente. Et la question d'être, à la fois victime et en plus étrangère, bah, vous engage pas non plus à aller taper à la porte d'un commissariat pour dire: «Je suis victime, de quelque chose». Et donc la convention, notamment du Conseil de l'Europe, a demandé aux États justement de prévoir dans leur législation des dispositifs particuliers, heu, pour permettre aux victimes étrangères qui souhaitaient déposer plainte de bénéficier dans ce cadre-là d'un titre de séjour, à la fois, dans le cadre de leur mise à l'abri et ensuite tout le temps que durerait la procédure, sur le territoire, sur lequel elles se trouvent. Donc ce qui, là aussi, a quand même, amélioré un petit peu les choses puisque, la victime étrangère sur un territoire est possiblement, en situation d'être, renvoyée dans son pays d'origine, si elle est, contrôlée en situation irrégulière. Donc c'était aussi un problème qu'il fallait régler et que la convention a réglé par le biais de, ces attributions de titres de séjour spécifiques pour les victimes de traite. Mais là aussi, encore faut-il, évidemment, que, les pouvoirs publics en place dans tous les pays identifient correctement ces victimes. Maintenant,
il y a un certain nombre de plaintes enfin, nous, dans tous les États qu'on visite, évidemment, on nous donne des informations sur le fait qu'effectivement, il y a des victimes qui sont accompagnées dans les dépôts de plainte, notamment par les organisations de la société civile. Hein. C'est souvent elles qui vont être dans cet accompagnement-là. Par contre, bon, c'est vrai que les dispositifs judiciaires, quel que soit le pays, sont toujours un peu longs. Donc, ce sont des situations très inconfortables aussi pour les victimes, très, très angoissantes aussi, parce qu'évidemment, il y a toujours ce risque que la famille subisse des représailles. Et puis, au final, oui, en termes de condamnation, on n'est pas toujours satisfait du résultat. Et là aussi, le Greta ne manque pas d'indiquer aux États que s'il n'y a pas de sanctions effectives, il n'y a pas réellement en fait de lutte contre le phénomène. Donc, ce sont des points que le Greta demande systématiquement aux États d'améliorer, que ce soit au niveau du quantum de la peine ou de la condamnation effective. Pour nous, par exemple, il est toujours aberrant de se rendre compte que dans ce type de criminalité, on peut avoir des condamnations avec sursis, quoi. Non, c'est aberrant. Donc, voilà, à la lecture des rapports publics, vous verrez que régulièrement, on exhorte les États à effectivement lutter de manière pertinente et notamment par des condamnations et des sanctions complètement effectives, quoi. Sinon, ce n'est pas cohérent. Alors, bon, merci beaucoup. On pourrait continuer longtemps, mais malheureusement, il faut passer aux questions qui ont été posées. Il y a une question de Denis Viga pour Madame de la Varenne, je crois, qui était dans quelle mesure les médias européens prennent-ils au sérieux ce problème par rapport aux médias américains, par exemple? Oh bah alors, je vais vous décevoir parce que ni les médias européens, en tout cas, je ne peux pas trop parler des médias européens parce que moi, je vis aux États-Unis, mais les médias américains ne s'en préoccupent pas du tout. Ils ont au contraire l'impression que chez eux, tout va bien. Or, il n'y a jamais eu autant de traite de personnes aux fins sexuelles que depuis quelque temps aux États-Unis, enfin depuis déjà pas mal de temps. Mais là encore, c'est moins maintenant parce qu'elles ne voyagent plus, mais avant, les jeunes américaines étaient trafiquées, on les emmenait du côté du Moyen-Orient, par exemple. Mais non, non, ils s'en inquiètent pas trop. Hein. Ça n'arrive qu'aux autres. Oui. Ben oui, hélas. D'ailleurs, si je peux me permettre, il y a encore très peu de temps, dans le rapport annuel, le département d'État américain ne mentionnait pas les États-Unis. Parce qu'on a fini par le faire remarquer qu'ici aussi, il y en avait, que maintenant, ils commencent à en parler, mais vraiment du bout des lèvres. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur la traite des personnes aux fins sexuelles aux États-Unis. Et c'est bien dommage. D'accord, merci. Bon, il y en a beaucoup, hein. Je ne sais pas si on pourra les faire toutes, mais il y a une question de Blandine Maltese, je crois, pour Madame Martin, qui est: trouvez-vous que les pays européens mettent véritablement des choses en œuvre pour lutter contre la traite, en sachant que dans de nombreux États européens, dont la France, la prostitution est légalisée ou réglementée et que ce qui rend les réseaux difficilement identifiables? Je ne sais pas si je ferais le parallèle en fait entre le système mis en place, qu'il soit abolitionniste, réglementariste ou prohibitionniste dans l'État. Je sais pas, enfin, précisément, dites-moi, qu'est-ce qui au niveau de la question? C'est Oui, oui, si vous voulez, je peux poser ma question en live. Ah! D'accord. Euh, oui, enfin, en fait, ma question, c'est que typiquement en France, depuis notamment la loi de 2016, on voit qu'il y a un peu un revirement de situation. Et avec la Suède, c'est un peu les deux seuls pays qui ont qui ont interdit la prostitution, avec toute une loi aussi qui prévoit normalement un accompagnement
des femmes en situation de prostitution. Et je me dis que dans les réseaux de prostitution, on a forcément une énorme partie de traite et de trafic, même si on peut quand même penser forcément qu'il y a des personnes qui le font par choix. Enfin, ça, c'est encore un autre débat pour moi. Mais je me dis, parce que potentiellement, dans des pays européens où on réglemente, où on légalise la prostitution, donc forcément, la prostitution, le trafic va se noyer dans les différents trafics, différents types de trafic, différents types de prostitution. Est-ce que finalement, ça ne joue pas aussi sur l'intérêt des États à lutter contre ce phénomène et de mettre en place véritablement des systèmes pour aider les personnes qui sont dans ces trafics? Alors, je dirais que sur la question de lutter contre des trafics, je vous dis, après, ce sont des choix. Alors, des choix, est-ce que ce sont des vrais choix? Je ne sais pas. Mais bon, voilà, vous avez des politiques publiques qui sont mises en place et il y a des choix financiers qui sont faits sur telle ou telle thématique. Et il ne faut pas rêver, mais voilà, dans la balance, quand vous avez un parquet qui définit sa politique pénale en France, bon, ben voilà, il va mettre l'accent plutôt sur les infractions routières que sur la traite parce que dans sa partie à lui, à ce moment-là, c'est plus pertinent de le faire. Et c'est pas qu'il veut pas s'occuper de la traite, mais voilà, c'est pas une priorité. Donc, en fait, c'est plus voilà, des questions, je dirais, de prioriser la lutte contre quel que soit le type de criminalité ou pas. Et idem au niveau des moyens. C'est-à-dire que voilà, un État peut décider de mettre la priorité sur l'accompagnement des victimes de la traite. Et dans ces cas-là, il va ouvrir plus de financement, par exemple, aux structures de la société civile à qui il délègue une grande part de l'accompagnement, soit non. Donc, je dirais, effectivement, il y a des cultures différentes. Hein. Alors, l'exploitation sexuelle, je tiens à le repréciser, ne se résume pas en fait à la question de la prostitution, d'une part. Et donc, ce que vous évoquez en termes je dirais, d'appréhension du phénomène en termes de culture hein, juridique, que ce soit les abolitionnistes, réglementaristes ou prohibitionnistes, bon, c'est voilà. Ce seront des choses qui ne seront pas forcément pertinentes parce que, évidemment, là, on est sur une autre forme de criminalité, en fait, qui se gère complètement, théoriquement, déconnectée de cet aspect culturel, j'allais dire. Non, ce n'est pas le bon terme du tout, mais voilà, quel que soit l'État. Après, je crois que tout un État abolitionniste, réglementariste ou pas, on peut faire la différence et on doit faire la différence avec ce qu'on appelle la traite à des fins d'exploitation sexuelle et donc qui doit être vu pour que soit mise en œuvre ce qui correspond véritablement à ce type de criminalité et donc aussi de prise en charge des victimes de ce type de criminalité. Merci. J'ai une question de Lucie R, qui serait, quelles ont été les lacunes relevées, par le Greta lors de sa dernière évaluation de la France? Et quel est l'avis du Greta sur, l'effectivité de la loi du 13 avril 2016? Alors en fait, l'État français, c'est pas le pire des élèves hein, au niveau du Conseil de l'Europe, c'est pas le premier de la classe non plus. Les recommandations portent. Alors, au départ, il a fallu rectifier un certain nombre de choses, notamment la question de la conformité de la définition, de l'incrimination, ce qui a été fait, et depuis 2013, la définition de l'incrimination de la traite dans le code pénal est en conformité avec la Convention. Maintenant, évidemment, on va recenser, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, des problématiques qui vont être voilà, pas assez de prévention, d'une part, en termes de prise en charge. Évidemment, un accès à ces types de prise en charge, que ce soit de l'hébergement, du soin, etc., qui là aussi peut être défaillant en termes notamment de besoins par rapport d'offres par rapport aux besoins qui peut exister. Après, on peut avoir des bons points sur certaines choses, même de manière très. La France aussi a fait œuvre de bonnes pratiques dans certains domaines.
bonnes pratiques, voilà, qu'on relève aussi en disant aux États, ben, voyez, vous pourriez aussi vous en inspirer. Je dirais que, voilà, il n'y a pas quelque chose en France qui va très, très mal absolument, mais rien n'est parfait non plus, on va dire. Donc, on est sur des recommandations qui aujourd'hui, hein, parce qu'on en est au 3e cycle, je vous aurais dit, enfin, il y a 6 ans, ça aurait été différent, puisque là, quand vous lisez les rapports, quand le Greta veut mettre l'accent sur une disposition, sur une recommandation de manière très, très forte, il va employer le verbe « exhorte ». Donc, quand dans les rapports du Greta, vous voyez que le Greta exhorte l'État en question à, c'est vraiment, voilà, ça veut dire que ça ne va pas du tout, du tout, du tout, et qu'on est là sur quelque chose qui doit absolument, pour le Greta, être fait et être fait rapidement. Donc, on a comme ça un degré, en fait, de recommandation, hein. Il y a 3 niveaux dans les recommandations, mais quand on en est à l'exhorte, entre guillemets, on est quand même sur quelque chose de très fort. Et derrière, souvent, il y a une recommandation du comité des ministres qui tombe, et tout ça, c'est public. Et donc, quand vous observez les rapports de la France, par exemple, bon, ben, évidemment, comparé au premier rapport, où il y avait un certain nombre d'exhortes, il y en a moins. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la France a amélioré, comme d'autres États, hein, bien sûr, hein, a amélioré un certain nombre de choses, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on a moins d'exhortations par rapport à ce pays, mais on peut avoir des choses qui, par exemple, stagnent un peu, des recommandations qui reviennent, alors que ça fait quand même 4 ans qu'on est passé et que c'est pas normal que 4 ans après, on ait toujours à faire la même recommandation. D'accord, merci. Question pour Madame de La Varenne, de la part d'Hugo Desbenoît. Est-ce que dans les pays dans lesquels votre ONG travaille, est-ce qu'il y a un pays ou quelques pays qui se dégagent en mettant la priorité sur la lutte contre le trafic sexuel par rapport à d'autres? Et s'il y a un exemple à en tirer? Je suis quelqu'un de pas du tout, je suis toujours optimiste, moi, mais là, en l'occurrence, notamment les pays dans lesquels nous avons travaillé, et je vais prendre l'exemple de la Bosnie, ça va de mal en pis. Alors, bon, il faut voir le côté, comment dire, politique, c'est-à-dire qu'il y a 3 entités qui ont été forcées par les accords de Dayton de vivre ensemble, mais qui n'y arrivent pas. Donc, le gouvernement ne fonctionne pas. Il y a actuellement des migrants qui viennent de Syrie, de Libye, d'Iran et de pays africains et qui passent par la Bosnie. Évidemment, les femmes et les enfants sont récupérés, enfin les petites filles surtout, sont récupérées par les trafiquants. Et encore une fois, et en dépit du fait que nous sommes en plein Covid, ça n'a rien changé, c'est de pire en pire. Donc, non, je dirais que on peut essayer de perturber le travail des trafiquants. On peut, comme on l'a fait à un moment, faire des raids toutes les nuits dans les endroits où on sait qu'il y a des victimes. On peut faire fermer tous ces endroits. Une fois qu'on a le dos tourné, ça recommence. Et actuellement, c'est pire que jamais. C'est vraiment... et encore une fois, je suis quelqu'un de positif, d'optimiste. Mais là, je ne peux pas. J'ai du mal à l'être. C'est très difficile, ça génère vraiment, vraiment trop d'argent. En Bosnie, quand on y était, en une seule année, ça a généré 7 milliards de dollars, c'est-à-dire beaucoup plus que les armes et la drogue. Alors, lutter contre autant d'argent, c'est extrêmement difficile. On peut payer tout le monde, on peut payer la personne qui est à la frontière pour qu'elle détourne le regard, on peut payer le type de la compagnie d'aviation pour qu'il accepte lui aussi de détourner les yeux. Donc, c'est extrêmement difficile.
Mais il y a des histoires qui sont quand même jolies. On est parvenu à sauver pas mal de jeunes personnes qui aujourd'hui s'en sortent, je ne dirais pas merveilleusement bien, c'est impossible, mais qui ont réussi à vivre. Et je ne dirais pas être heureuse, mais à vivre. Même si c'est extrêmement compliqué d'oublier ou même de vivre après tout ce qu'on a vécu. D'accord, merci. Bon, je parcours la liste. Il y en a beaucoup. Alors, il y a Mélissa Laurent qui demande, je ne sais pas si peut-être Madame Martin serait plus disposée à répondre à la question. Heu, quel est le plus gros réseau, quels sont les plus gros réseaux principaux présents sur le territoire français, qui sont connus ou ayant existé? Quels sont les principaux acteurs? Alors, il y a des réseaux de nationalités différentes. Donc, par exemple, si on prend le trafic concernant les victimes d'origine du Nigeria, bon, il n'y aura pas un réseau en France qui s'occupe de toutes ces victimes, mais plusieurs qui sont en fait localisés d'un point de vue régional. Souvent, ce sont des questions de territoire, là. Dans certaines régions, vous allez avoir voilà, 3 réseaux différents qui vont se partager le territoire. Donc, on ne s'installe pas sur la place qui ne correspond pas au territoire voilà, correspondant. Il y a eu un très gros coup de filet 2013-2014, notamment dans le sud de la France, concernant des réseaux, notamment d'Europe de l'Est, mais qui étaient, je dirais, encore plus spécifiques, puisque là, on était sur des trafics qui étaient sous la coupe de la mafia albanophone, qui est encore, je dirais, un type d'organisation criminelle extrêmement particulier, dont ce n'était pas le fonds de commerce au départ, mais comme un certain nombre d'organisations criminelles, eh bien, il y a une polycriminalité qui s'est mise en œuvre. Et c'est vrai que ce coup de filet a été important parce qu'en fait, c'était un réseau extrêmement violent et les traumatismes subis par les victimes étaient terrifiants, quoi. Donc, il était extrêmement violent à la fois à l'intérieur du réseau même et également à l'extérieur. Sinon, je ne pourrais pas vous donner la liste exacte des réseaux, surtout que, bon, si on s'en tient à la traite à des fins d'exploitation sexuelle, on est sur je dirais sur une petite dizaine de nationalités différentes. Et puis, on va avoir des choses plus élargies en fonction des autres types d'exploitation. Maintenant, vous avez des précarés, vous avez donc l'Europe de l'Est qui est plutôt située en France en tout cas, donc dans le sud-est et en remontant un petit peu. Vous avez évidemment une forte prévalence de la traite à des fins d'exploitation sexuelle chinoise, notamment en Île-de-France. Vous avez par contre des réseaux criminels qui fonctionnent complètement différemment, qui ne vont pas faire du tout du trafic à des fins d'exploitation sexuelle dans la rue, mais plutôt sous forme de sextours, par exemple. Et là, on a une particularité des réseaux guinéens qui fonctionnent comme ça avec des très jeunes femmes. Ces jeunes femmes, vous ne les verrez jamais dans la rue, puisque le système est de leur faire un petit tour de France, entre guillemets. Elles passent 2-3 jours dans un certain nombre de villes qui sont annoncées sur le dark web par avance. Et donc, ce sont les clients qui se rendent dans les lieux indiqués. Les jeunes femmes, elles restent enfermées et font comme ça une trentaine de villes
avant de revenir à un point de départ qui souvent est à Paris. Donc voilà, au niveau africain, il y a quelques nationalités qui opèrent en France sur cette question de traite à des fins d'exploitation sexuelle. Asiatique, peu, mais avec une prévalence de la Chine. Quelques réseaux d'Amérique du Sud aussi. Alors, c'est un trafic à des fins d'exploitation sexuelle qui est très, très ciblé, puisque notamment, par exemple, pour le Brésil, c'est spécifiquement lié à les transsexuels, notamment. Donc, il y a on va dire, entre guillemets, vraiment, entre guillemets, une niche en termes de trafic à des fins d'exploitation sexuelle là, qui va concerner principalement des réseaux très particuliers, et notamment d'Amérique du Sud, qui pratiquent ce type d'exploitation. Voilà. Après, bon, au niveau de l'Europe de l'Est, il y a un certain nombre de pays concernés. En tout cas, pour l'exploitation sexuelle, voilà, il va y avoir... tous les réseaux ne le pratiquent pas, ou en tout cas, tous les réseaux ne le pratiquent pas en France, en termes de pays de destination. D'accord, merci. Bon, il y a Denis Nezelowski qui avait une question, mais je ne la comprends pas très bien, donc je vais le laisser la poser lui-même. Bonjour Madame Martin, c'est une question pour vous. J'aimerais savoir, sous l'aspect des obligations internationales qui sont imposées aux États à travers, en vertu des conventions européennes et internationales, en Europe, comment est-ce qu'on peut tenir les États responsables pour la non-identification des victimes aux frontières, et quelles obligations est-ce que les États ont dans la poursuite des réseaux criminels? Et donc ainsi, comment est-ce qu'on peut engager la responsabilité des États pour la non-identification et pour la non-poursuite des réseaux? Merci. Écoutez, là, je dirais que c'est une question assez théorique de droit international public, dans le sens où la question de la mise en œuvre de la responsabilité internationale de l'État, c'est quelque chose qui est quand même très codifié. Après, en termes d'identification, par contre, oui, il y a des obligations très spécifiques qui sont inscrites dans la Convention. Maintenant, c'est toujours pareil. On est dans le monde international, donc des textes qui sont faits par des États pour des États. Voilà, il n'y a pas de juridiction internationale dans ces cas-là sur ce terrain-là. En tout cas, pas en direct, on va dire. Donc, la question de l'identification, pour le Conseil de l'Europe, par exemple, c'est de dire aux États, vous devez absolument former tous les acteurs qui vont se trouver sur la route d'une victime, cette chaîne-là, à l'identification. Donc, c'est ça l'obligation. L'obligation qu'ils ont, en tout cas, c'est de faire en sorte que toutes les personnes qui sont concernées par la protection et la prise en charge des victimes soient formées à l'identification. Maintenant, il n'y aura pas de sanction en soi en termes de mise en œuvre de la responsabilité, en tout cas de la part du Conseil de l'Europe, si ce n'est une sanction, je dirais, diplomatique, par le fait que, en publiant notre rapport, en expliquant que voilà, il y a des défaillances à tel et tel niveau, quelque part, je dirais que c'est une sorte de sanction. Hein. L'État a aussi une vitrine sociale, entre guillemets, à arborer auprès de ses pairs, et donc, je dirais que voilà, le fait d'être montré du doigt au niveau international, ce n'est pas toujours non plus une bonne chose, donc l'État peut faire des efforts. Maintenant, voilà, en termes de responsabilité internationale de l'État pour ce type de fait, c'est-à-dire de défaillance en soi, au niveau du Conseil de l'Europe stricto sensu, non. Par contre, il est évident qu'au niveau, et c'est là le côté, je dirais, juridiquement magique, entre guillemets, du Conseil de l'Europe est assez innovant, c'est qu'effectivement, une victime dans un État du Conseil de l'Europe pourrait toujours, par contre, remettre en cause le comportement de l'État et donc sa responsabilité auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, si évidemment toutes les conditions nécessaires pour y arriver sont réunies. Mais c'est une chose qui a pu être faite, évidemment. Des victimes ont été jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme
pour indiquer que l'État n'avait pas mis en œuvre tout ce qu'il était censé mettre en œuvre pour. Et donc, alors là, on est plutôt sur de la due diligence, on va dire, mais en tout cas, il y a eu des condamnations, effectivement, d'États à la Cour européenne des droits de l'homme qui n'avaient pas, qui avaient été considérés comme n'ayant pas fait tout ce qu'il fallait, que ce soit en termes de protection, que ce soit en termes de poursuite aussi. Et donc, mais ça sera toujours une victime qui va pouvoir mettre en cause cette responsabilité. Ce ne sera pas l'organisation en tant que telle du Conseil de l'Europe, si ce n'est, je vous dis, par cette voie diplomatique qui est de réprouver un comportement, mais sans pouvoir le sanctionner. D'accord, merci. Bon, je crois que on va devoir y mettre fin, hein, parce que sinon on pourra continuer très longtemps. On a déjà un peu dépassé le temps prévu, mais je voudrais encore remercier tout le monde et merci encore un grand merci très chaleureux à nos 2 intervenantes. Et je pense qu'en quittant la conférence, en étant un peu plus informés et on pourra réfléchir aux questions qui ont été soulevées aujourd'hui. Et merci encore à tout le monde au nom du master et de l'association. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous de l'avoir organisé, Merci parce que beaucoup. voilà, c'est une façon d'en parler, et en parler, ça fera avancer les choses. Donc, merci à vous d'avoir organisé cette conférence sur ce thème. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Et je souhaite à tout le monde une bonne soirée. Bonne soirée à vous. Et moi, une bonne après-midi. Oui. Oui. Ben oui, hein, moi, il fait beau et il est 2 heures. Donc, ça va. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.